Oui, c'est parti, à vous. C'est bon ? Eh ben, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier JT de l'urgence. Donc, je vais essayer de vous réexpliquer un petit peu le concept avant de démarrer avec les interviews. Donc, le JT de l'urgence, c'est un JT qui a été monté avec une équipe de citoyens, donc on est une dizaine, complètement amateurs. Et on a décidé de créer une émission quotidienne donc, que vous allez retrouver tous les jours à 19h si on n'a pas de soucis techniques comme aujourd'hui de démarrer en décalé. Et le but, ça va être de mettre en avant des formes d'engagement, donc de comprendre d'où vient l'engagement de citoyens, de collectifs, d'artistes, comme on a aujourd'hui. Vous allez dire que vous êtes des artistes, vous reconnaissez dans ce... et donc de chaque jour présenter un mode d'engagement différent et de comprendre d'où vient cet engagement et comment il s'exprime et comment les protagonismes vivent l'impact qu'ils peuvent avoir sur les communautés sur lesquelles ils influencent ou sur les gens qu'ils rencontrent au travers de leur activité et de leur forme de militantisme ou d'engagement. Donc aujourd'hui, le JT de la Terre, de l'urgence, il porte assez bien son nom puisqu'en fait, on est dans une phase assez alarmante aujourd'hui. Donc vendredi dernier, donc on était le 10 mai et c'était le jour du dépassement européen. Et demain, ce sera le jour du dépassement français. Donc on sent vraiment une ambiance d'urgence et qui nous fait réagir. Et c'est aussi pour ça que nous, citoyens, on a décidé de lancer ce JT. Donc juste pour remettre un peu, pour réexpliquer ce que c'est que le jour du dépassement, donc c'est lorsque les limites, lorsque nos consommations de ressources depuis le mois de janvier ont dépassé, disons, la capacité de création de ressources et de régénération des ressources qu'on utilise au niveau terrestre. Donc, si on prend le jour du dépassement français, si chaque personne sur Terre vivait comme un Français partout dans le monde, en fait, les ressources de la planète seraient épuisées pour 1 an. Donc, on n'aurait pas de ressources. Mais en fait, ce qui est alarmant, c'est que ce n'est pas que le cas en France. On pourrait se dire que dans le monde entier, ça se compense de pays en pays. Oui, mais non, puisque le jour du dépassement mondial, l'année dernière, il est tombé le 1er août. Donc, en fait, aujourd'hui, on a besoin de quasiment 2 planètes par an pour vivre et on se crée ce qu'on appelle une dette écologique, mais en fait qu'aujourd'hui on ne peut plus appeler dette écologique puisque cette dette elle n'est pas remboursable parce qu'au niveau écologique, par exemple, la perte de la biodiversité, on ne pourra jamais retrouver les espèces. La fuite des ressources, c'est pareil, on ne pourra pas les recréer, surtout des ressources qui ont mis des milliers d'années à se former. Donc on ne peut plus parler de dette écologique et on voit qu'on court après une urgence qui est de plus en plus rapide. Et donc, tout ça pour en venir au fait que ce JT va permettre de mettre en avant donc, des acteurs de la transition, des acteurs militants qui mettent en avant donc, cette urgence et qui en parlent et qui sensibilisent à ce sujet. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir pour nos premiers invités l'équipe de Et tout le monde s'en fout. Donc Axel, Fabrice Bonsoir. Et Marc. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et bonsoir. Donc on va partir, vous faites des vidéos depuis presque 2 ans, c'est ça ? 2 Vous ans avez et fait 2 demi. saisons, c'est la 3e cette année, On c'est ça ? entame la 3e, tout à fait. Et du coup, moi je voulais savoir un peu comment parce que vous avez fait des vidéos très engagées, féminisme, racisme, vous avez parlé des arbres, de la puissance qu'ils pouvaient avoir, vous avez parlé de plein de sujets qui touchent l'eau par exemple, sur la gestion des ressources, etc. Comment est-ce que comment vous vous êtes rencontrés les uns les autres ? Est-ce que vous êtes tous artistes au départ ? Et comment cette sensibilisation, quel a été chacun votre déclic écologique, on va dire ? Alors, eux, ils se sont rencontrés il y a un petit moment parce qu'ils sont frangins. Ça fait longtemps qu'on et vous croisiez de temps en temps et vous étiez obligés finalement de travailler C'est un ensemble. peu ça. Fabrice et moi, on s'est rencontrés il y a 4-5 ans maintenant, en 2014, parce qu'on était concurrents. On travaillait tous les deux en tant qu'auteur et réalisateur avec un producteur et on s'est rendu compte qu'on faisait la même chose à peu près. Et donc on a décidé de soit on se mettait sur la gueule, soit on devenait soit on se groupait et donc on a fait le bon choix, je crois, on s'est groupé. Puis comme on n'était pas très costaud, on se serait mis sur la gueule, ça serait pas passé grand chose en vrai, donc ça aurait été un peu ennuyeux. Et on a commencé à bosser ensemble, à écrire des histoires, parce qu'en fait Fabrice et moi on est donc auteur et réalisateur de base. Un jour on s'est mis dans sa cave parce qu'on s'ennuyait un dimanche parce qu'on n'avait plus de projet et on a fait un épisode de Tout le monde s'en fout et ça a fait sur internet. Donc dès le premier épisode, vous aviez déjà le format Tout qui à est fait. resté Tout à fait. depuis. Et donc ce qu'on a fait, c'est que face au succès qu'on n'avait pas du tout prévu, on s'est dit ok, on va devoir en faire d'autres. Donc on va s'entourer de gens qui seront capables de nous aider à faire ça. Et donc Fabrice m'a dit il faut absolument qu'on ait mon frangin sur ce projet. Je vais laisser Marc se présenter.
pour vous dire pourquoi. Voilà, et donc moi, je suis Marc, je suis le journaliste de la bande et co-auteur avec Fabrice et Axel. Et du coup, moi, je pratiquais le journalisme depuis pas mal d'années déjà, et donc j'ai été confronté de manière permanente à toute l'actualité extrêmement anxiogène qu'on se prend sur la tête, avec en plus une spécialité qui était la politique, donc où on en parle beaucoup, mais on fait très peu de choses sur le sujet. Et donc ce sentiment effectivement de désarroi face à une réalité scientifique très précise et très détaillée qui nous décrit depuis quasiment que je suis gamin qu'il va falloir faire vite, se dépêcher, changer les choses, et puis voilà, des facteurs extérieurs qui viennent se cumuler les uns aux autres. Au bout d'un moment, moi ça m'a généré une forme de, je dirais, de mal-être au quotidien, dans mon monde, dans ma société, une envie de faire quelque chose pour me sentir plus aligné. Et du coup, quand Fabrice et Axel m'ont appelé pour faire Et tout le monde s'en fout, ça s'est assez vite imposé comme un moyen évident de porter ces sujets. Parce que, on va en reparler, mais on traite effectivement d'écologie, de féminisme, de racisme, de sujets qui ont l'air très variés, mais on est persuadé qu'en fait ils sont tous connectés et qu'ils ont tous un dénominateur commun en fait qui est la dissonance cognitive, on en parlera après, et qui pour nous est un des problèmes écologiques majeurs et relationnels d'ailleurs entre les humains du moment aujourd'hui, quoi. Okay. En gros, on défend une idée assez simple, c'est que tu peux pas avoir de bonnes relations avec le monde et ton environnement si t'as pas de bonnes relations avec toi-même. Et donc on reste tous persuadés en fait qu'il y a un lien direct entre. C'est pour ça qu'en fait on traite de psycho et d'écologie et en fait et de féminisme, et que pour nous en fait il y a un grand écart en fait direct entre la capacité et la conscience qu'on a de soi-même, l'estime de soi, ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on la pratique. Et au bout d'un moment on se dit en toute cohérence, si on comprend en fait que enfin je veux dire l'écologie qu'il y a à s'occuper de soi, on comprend qu'on fait partie d'un environnement. Et donc obligatoirement, quand on s'occupe de cet environnement, on s'occupe de soi. Ce que je disais l'autre jour, c'est par exemple quand on range sa chambre, c'est pas pour faire du bien à sa chambre, c'est pour se faire du bien à soi. Donc c'est le même principe que pour l'écologie ou le féminisme, qui est traiter son espèce de façon normale en fait. Voilà, c'est ça. Et donc il y a un peu ce raisonnement, si on commence par soi, on peut traiter l'espèce, et puis après si on traite l'espèce, on peut commencer à comprendre qu'il ne faut pas exploser l'environnement dans lequel elle vit. Puis si on comprend ça, on commence à comprendre le lien entre les choses, et ainsi de suite. Donc il y a un vrai pont. D'ailleurs, vous pouvez voir que dans la série, un épisode sur deux, en fait, est un épisode qui parle vraiment d'une problématique personnelle, et puis après, vers le monde, personnel vers le monde, et voilà, on avance comme ça. Est-ce que vous avez réfléchi, avant de traiter ces thématiques-là, vous avez réfléchi aux résistances au changement, ce genre de choses, c'est-à-dire prise de conscience de l'urgence, et ensuite, est-ce que c'est une forme pour aller dans le sens de limiter cette résistance au changement des citoyens? Alors, oui, on y a un peu réfléchi, je pense de longue date, parce que pour des raisons différentes personnelles, on va dire qu'on a des parcours un peu anticonformistes pour différentes raisons. Et donc d'une manière générale, dans tout ce qu'on a fait de travail créatif dans nos vies, que ce soit moi le journalisme ou eux, je pense avant le cinéma, l'écriture, il y a toujours eu une volonté comme ça de produire du décalé, de faire entendre une autre voix. Et du coup, on a utilisé ce qu'on savait faire pour faire de la piraterie, complètement assumée. La résistance au changement, on la prend de front. En fait, on va s'infiltrer là où il y a le plus d'yeux possible, si possible des yeux qui sont pas très d'accord ou pas très concernés. Et on va utiliser la gratuité des tuyaux pour faire passer tout un tas d'idées qui conviennent pas forcément à la superstructure, comme on dit, mais qui pourront bénéficier aux individus. Et un peu comme avant, dans mon travail de journaliste, j'étais pas toujours d'accord avec ma rédaction, mais j'utilisais le potentiel pour faire passer un certain nombre de choses qui me semblaient aller dans le sens du progrès. Donc voilà, la résistance au changement, on la contourne en fait en utilisant les codes du mainstream de manière très assumée, et c'est pour ça qu'on a inventé une série de fiction avec un faux youtubeur dedans, puisque le personnage qu'on voit à l'écran n'existe pas, et Axel est beaucoup plus sympa. Il n'est pas vraiment comme ça dans la vie. Yes, bonne nouvelle. Pas que les gens... Place de mort et tout, alors c'est compliqué. Mais non. Il y a un truc, j'ai un deuxième boulot qui est coach, en fait, tout simplement spécialisé en neurosciences appliquées. Donc la résistance au changement, bêtement, c'est la base de ce boulot, en fait.
puisqu'on va dire que le coaching c'est un peu l'étude de l'évolution et du changement, et que mon boulot souvent c'est d'étudier pourquoi est-ce que les gens ont des freins, ce qu'on appelle des freins ou des répulseurs en fait, à un changement, et arriver à les débunker, à les faire sauter. Donc oui, on a cette approche dès le départ, et je dirais Axel et moi aussi on écrit des histoires depuis longtemps, donc en fait on a des connaissances de dramaturgie. Et si vous regardez en fait un film, une fiction, ça se passe toujours de la même façon. C'est l'histoire du changement et de l'évolution d'une personne d'un point A à un point B. Ou alors il a l'occasion d'évoluer et puis il refuse et il revient au point A. Et auquel cas c'est un mélodrame comme Titanic et puis on pleure. Voilà. Sinon, on aime pleurer aussi des fois. Sinon il évolue et auquel cas on est content. Donc je pense que tous les trois, la résistance au changement et la notion de changement et l'étude du changement et de l'évolution, c'est vraiment quelque chose qu'on a depuis longtemps dans les tripes, quoi. Et du coup, toi, tu disais que ta sensibilité écologique, elle était venue au travers de ton travail et de ce à quoi tu t'étais confronté en termes politiques. Oui, alors déjà on va dire l'incapacité assez manifeste de la structure politique telle qu'elle est faite aujourd'hui, de pouvoir porter le combat, la parole et justement l'urgence au niveau où elle mériterait de l'être. Ça, c'est assez évident, puisque on en discutait. Par exemple, sur la dernière présidentielle, on a élu un candidat dont quasiment l'intégralité, point par point, des mesures écologiques a été trahie, repoussée, contredite. Et on se rend bien compte que on est dans un temps où c'est un habillage de communication incontournable, mais que derrière, les actes ne suivent pas. Par ailleurs aussi, on est tous les trois nés dans les années 80, une période où c'était littéralement open bar dans tous les sens, open bar économique, open bar philosophique. On était dans une période de conquête et de surpuissance, et on a vécu complètement le déclin. On s'est pris d'abord Tchernobyl, après le choc pétrolier lié à la guerre en Irak, différentes crises économiques, et on est passé du monde de la surprospérité au monde de la gestion de la pénurie. Parce que ça a déjà commencé. Et quelque part, je pense qu'on a aussi tous en nous cette promesse un peu trahie, sur le fait que, gamin, on nous a biberonné avec une vision du monde qui correspond pas à ce qu'elle est, en nous disant c'est ça la vérité, c'est ça la justice, il n'y a pas d'autre système possible, il n'y a pas d'alternative. Et en fait, on se rend compte que non seulement il y avait des alternatives, mais que les voies dans lesquelles on nous a mis sont mortifères, quoi. Du coup, on a mangé du McDo et du coup, on a bu du Coca comme tout le monde. On est désolé, on a arrêté, mais... C'est vrai. Tiens, vas-y. Par exemple, je suis hyper d'accord avec ce que dit Marc. Et, ce qui a été vraiment, en tout cas pour moi, dans mon expérience fascinant, moi je me souviens très bien d'une époque quand j'étais gamin où la conscience écologique, ça n'existait pas. C'est un truc de punk à chien, tu vois, ou de hippie bizarre. Et je me souviens vraiment de cette époque où en fait ça n'existait pas, c'était jeter son papier par terre, c'était un non-sujet, il y avait des gens qui allaient le ramasser, il y avait des ceci. Et surtout c'est qu'il y avait un défaut de communication et d'information en fait, c'est que très vite en fait quand l'information est venue sur les conséquences de ce qu'on produisait, la conscience écologique en fait pour moi elle est l'ordre de la cohérence en fait, c'est un peu... le déni en fait. Oui c'est ça, c'est soit t'es dans le déni, soit au bout d'un moment tu changes, mais il n'y a pas d'entre deux. Après voilà, donc c'est devenu assez de façon assez cohérente. Mais je dois dire que j'ai été pas mal tracté par mon frangin déjà, qui est d'une génération derrière moi en fait. Et pour le coup, moi je suis vraiment de la génération 1975, donc voilà. Et effectivement, de voir les générations arriver devant moi et avoir cette conscience écologique que moi j'avais pas, parce que j'ai grandi dans un monde dans lequel on balançait son réfrigérateur dans la Marne quand il était foutu et c'était pas grave, et je l'ai vraiment vécu, on m'expliquait que le courant allait l'emmener et que c'était pas grave. Ah ouais. Et il n'y avait pas de culpabilité à le faire, il n'y avait juste pas la connaissance, il n'y avait juste pas l'information, le truc. Et très vite j'ai vu que les générations d'après trouvaient ça bizarre, donc j'ai dit bon c'est pas bizarre, Ouais, justement, comment ça se fait, et à force de discuter... c'est surtout, moi je sais que c'est beaucoup parce que j'ai eu des petits frères en fait, tout bêtement, et qui faisaient partie des générations suivantes, qui avaient une conscience en fait tout simplement, donc qui grandissaient dans un monde... on peut dire ça un petit peu, non mais on peut dire ça un petit peu, oui vraiment, oui, je pense. Après moi il y a aussi la psycho m'a beaucoup aidé à comprendre l'écologie, parce que c'est très relié en fait pour moi, la psycho et l'écologie. Écologie intérieure, écologie extérieure, c'est exactement les mêmes mécanismes en fait. Donc ça m'a beaucoup branché dessus, et j'ai trouvé que c'était absolument logique en fait. C'était plus de la logique qu'un choix politique ou un engagement.
ou même une urgence, mon Dieu, on va mourir. C'est du genre, bah non, c'est normal en fait. C'est quand on a l'information que si tu fais ça, tu meurs, bah t'arrêtes de le faire en fait. C'est aussi ça, voilà. Normalement. Sauf quand on est dans la phase de déni justement, avant le passage à l'acte. À mon sens, il y a quelque chose qui procède de l'hygiène. En fait, à même titre qu'il y a de l'hygiène en psychologie, comme disait Fabrice. Vivre les pieds dans la merde, il paraît que c'est le super pouvoir du coq et on est très fiers de ça en France, mais en vrai c'est terrible. Voilà, on chante les 2 pieds dans la merde, on trouve ça super, mais techniquement c'est ni agréable ni valorisant. Et à un moment donné, en fait, prendre soin de ce qui nous entoure, comme on disait tout à l'heure, c'est prendre soin de nous, et c'est un passage obligé. C'est comme si à un moment donné on vous apprenait qu'il fallait s'essuyer les fesses après aller aux toilettes et que vous le faites pas. Et vous savez que ça crée des problèmes, mais vous continuez à pas le faire. On est un peu dans cette situation-là d'un point de vue sociétal. Là, on est super au courant qu'il faut s'essuyer les fesses, mais personne ne prend le papier, quoi. Et on est en train tous d'aller, de foncer dans le mur. Il faut changer le monde au sens propre, quoi. Il faut langer le monde, littéralement. Mais moi, on me demande souvent quel a été ton déclic. Oui, c'est ça. Ouais. Et je pense, moi, qu'il faut arrêter de chercher le déclic parce que le déclic implique un passage du jour au lendemain où genre tu comprends tout et toute la théorie. Il y a des gens à qui ça fait ça, mais c'est vrai que pas. En tout cas, chez moi, ça n'a pas été un déclic, ça a été un truc long et laborieux et très organique et très logique et dont je suis assez content parce que le déclic aurait peut-être fait un truc à court terme, éphémère et me serait fait. M'aurait obligé à retourner dans mes anciennes croyances parce que le déclic ça fait que tu es obligé d'assimiler beaucoup de choses. Moi ça a commencé effectivement par l'écologie personnelle, juste le fait de commencer à prendre soin de moi. Moi ça a commencé dans mes relations amoureuses. Dire ok, en fait je vois que mes dernières relations j'étais malheureux, tiens j'en ai marre d'être malheureux, donc je vais commencer à m'intéresser au pourquoi, au comment, les mécanismes et tout, et j'ai commencé à mettre le nez là-dedans, à chercher des articles et tout, et petit à petit en fait à chaque fois que tu fais un nouveau lien entre les nouvelles actions que tu mets en place et pourquoi tu les mets en place, tes valeurs, etc., tu te rends compte que tu es plus heureux et donc ça découle et effectivement, logiquement, tu commences à faire attention à ton environnement, donc tu manges moins de viande, tu fais attention à ce que tu consommes et tout. Et bon, en plus, nous, par la force des choses, par le travail qu'on a aujourd'hui, on se prend des informations dans la tronche tout le temps d'apocalypse, quoi. Donc, donc on peut même plus, on a plus le luxe du déni. Donc pour le coup, ça c'est mort depuis un petit moment. On peut pas faire autrement. Il faudrait des œillères en marbre, tu pourrais pas marcher, ça serait chiant. Donc il y a un côté, faut se faire confiance une fois qu'on comprend. Le vrai déclic, c'est de dire ok, je vais arrêter de regarder juste ce que j'ai envie de regarder, et je vais vraiment ouvrir les yeux, quoi. Après, il y a un truc avec le déclic, c'est que souvent, moi j'ai rencontré des gens qui avaient eu un déclic écologique. Et ce que j'ai remarqué de mon expérience, je dis pas que c'est générique, c'est qu'en face, j'avais des gens qui étaient surtout très en colère à partir de là, et qui donc étaient écolo contre le système. J'ai préféré vivre la même chose qu'Axel, c'est-à-dire un dégradé, parce que ça m'a permis de devenir écolo pour un avenir. Et en fait, ça me semble très important, si on veut vraiment pouvoir arriver à faire quelque chose, de s'engager pour et pas contre. En fait, au bout d'un moment, parce que dans le pour, on est orienté vers la solution, et on a besoin de solutions, urgence, tout ça. Et voilà. Et tandis que quand on est contre, on est orienté problème. Donc voilà, ça me semble important. Donc le déclic, je préfère que les gens apprennent, en fait, comme ça dure avec le temps, que ça soit des tout petits gestes, et que ça on arrive au bout d'un moment à quelque chose de complet, plutôt que d'essayer de leur bourrer le crâne et de leur faire peur en leur disant c'est maintenant, tu vois, etc. Où ça risque de se casser la gueule, en fait, et d'être plus une espèce de rébellion. Ce qui est un peu paradoxal avec le côté urgence, c'est ça le problème, en fait, c'est qu'on est dans un moment charnière où on se rend compte, tout le monde fait ah mon Dieu, en fait c'est trop tard, mais sauf que le fait d'apprendre tout ça, ça va prendre de toute façon du temps. Donc on est dans un espèce de paradoxe où on se dit au final de toute façon on n'a rien de mieux à faire que d'essayer, qu'on y arrive ou pas, en fait on s'en fout, c'est pas le propos. L'urgence est là, oui, ok, allons-y, quoi, commençons. Sachant que par ailleurs, en plus, la peur et la colère sont des facteurs de paralysie terribles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même alors moi par exemple, je suis plus en colère dans la vie, et effectivement il y a un petit détail qui m'a fait basculer, c'est les mégots. C'est à un moment donné où vraiment ça a commencé à me faire péter un plomb, parce que j'adore randonner, d'aller dans des endroits complètement perdus, et la trace humaine que je retrouvais partout, mais en haut de la montagne comme au fond de la mer, c'est le mégot, et c'est parti de ça.
Mais à un moment donné, je peux pas détruire Philippe Maurice avec mon cocktail Molotov et mon sweat à capuche. J'ai essayé, ça va marcher. Voilà. J'ai essayé de casser le Figaro, ça n'a pas marché. Et non, sérieusement, en fait, je me rends compte que s'animer sur des colères de la conservation des résistances, en fait, ça tend à te tourner déjà vers le passé et pas être dans un mouvement. Or, nous sortons de 100-150 ans de capitalisme mondialisé qui s'est imposé un peu partout comme une norme. Et au regard de ça, aujourd'hui, l'écologie, c'est pas la conservation, c'est de la conquête. On va chercher des choses qui ne sont plus ou qui ne sont pas là, et probablement même des nouveaux modes de rapport à notre environnement et aux autres êtres humains qui n'ont jamais été mis en place. C'est-à-dire une vision peut-être moins survie, plus gestion, plus raisonnée, enfin tous ces mots qui viennent avec l'évolution de la pensée écologique. Mais tout ça nous montre on va plus chercher en positif, fabriquer quelque chose, construire, que essayer de protéger, défendre, résister, qui ne sont pas des approches très positives. Dans les années 80, il y avait beaucoup cette idée-là. On nous disait l'écologie, c'est revenir aux pierres à feu, c'est revenir à la bougie et compagnie. Et donc, il n'y avait pas du tout cette perception qu'en fait, c'est une conquête. C'est quelque chose qui va de l'avant, on va conquérir des nouveaux droits. Parce qu'en fait, les droits écologiques n'ont jamais existé. C'est une grille de lecture de l'environnement qui, alors peut-être a été dans certaines tribus amérindiennes ou voilà, enfin, dans d'autres formes d'organisations qui sont vraiment très très différentes et qui aujourd'hui existent quasiment plus. Mais voilà, nous, en tout cas, en tant que société industrialisée, pour moi, on va vers du neuf. Quoi. Ok. Bon, bah, c'est chouette. On va juste faire un petit point sur comment est-ce que vous vivez. Donc, parce que là, on a bien compris comment vous aviez eu vos déclics, comment vous vous étiez mis en action, comment vous aviez lancé votre forme d'expression sur vos engagements. Et du coup, comment est-ce que vous ressentez les retours des je sais pas, on appelle ça une communauté sur YouTube, quelque chose On dit des adeptes. Des adeptes. Ma secte. Ils sont tous à moi. Ils ont tous un sweat Bordeaux et ils prient comme ça. Ils envoient une photo de moi. C'était un peu bizarre, mais. Et des lunettes. Non, mais quel retour vous avez, je sais pas, quand vous rencontrez des abonnés on a beaucoup de merci en fait. C'est ça qui est fou, c'est ça le plus gratifiant dans toute cette histoire, c'est que encore une fois nous on a fait ça un peu pas sans prétention, parce que quand on met un truc, un objet artistique aux yeux de tous, on a envie que ça marche, mais en tout cas ce qui s'est passé, c'est que le jour où on a décidé de juste parler de choses qui nous tiennent vraiment à cœur, d'une manière qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à faire un truc qu'on ne savait pas en se disant c'est ça qui marche en ce moment ou pas. On a juste été authentique et en vrai on s'en est un peu foutu, c'est ça qui s'est passé, on s'est dit bien on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Et là on a commencé à toucher les gens, à avoir des gens qui nous disaient ok merci de je pense comme vous, etc. etc. Et après ça on a eu même des témoignages de personnes qui nous disait voilà, moi j'ai vu votre épisode sur tel ou tel sujet, j'ai fait telle ou telle action, genre j'ai modifié ma maison pour récupérer les eaux de pluie pour mettre dans mes toilettes, j'ai quitté mon taf pour rejoindre une ONG en Afrique qui aide les populations à accéder à l'eau potable. Tu fais ok, moi je fais des vidéos sur YouTube, tu vois. Donc on a énormément de témoignages. On a une communauté hyper positive, hein. Marc pourra vous en parler, lui qui a Fabrice et moi, on n'y connaissait rien en YouTube, en Internet, tout ça en réseaux sociaux. Et donc Marc nous dit souvent qu'il a navigué au niveau politique dans des communautés qui n'étaient pas hyper bienveillantes. Et nous, pour le coup, c'est que du bonheur. Quoi. Merci. Merci d'être là. Merci d'être Et on les rencontre surtout dans les conventions, ça se voit vraiment, hein, voir les gens venir, nous parler. On passe du temps avec eux. Après, pour répondre à ta question, ça dépend aussi beaucoup des épisodes, en fait, les retours. En règle générale, la majorité des gens, ils nous disent merci de faire ce qu'on fait. Mais après, comme on parle pas toujours d'écologie, donc sur les sujets écologie, la plupart du temps, ça se passe bien. Quand on nous dit quelque chose de négatif, c'est plutôt parce qu'on nous accuse d'imprécision, en fait. Ce à quoi on répond qu'on fait pas de la vulgarisation, mais de la sensibilisation. C'est pas pareil, et qu'en 3 minutes 30, on fait ce qu'on peut. Voilà. Parce qu'il faut être drôle et à la fois informatif et tout. Mais après, quand on reçoit, par exemple, quand on fait des sujets de psycho, en règle générale, les gens sont tout le temps contents, voilà. Mais c'est pas forcément les vidéos qui sont les plus partagées, parce que sont très personnelles. Hein. Par contre, quand on parle de féminisme, là, ça devient fun. C'est-à-dire,
Disons qu'en fait, on a parlé de religion, on a parlé de guerre, on a parlé de choses subversives, l'argent, et les seules menaces de mort écrites qu'on a reçues, c'est quand on a parlé de féminisme. À partir du moment où on commence en fait à dire, alors vous savez, il y a un truc quand même cohérent dans la vie qui s'appelle l'égalité des genres, juste ça, voilà, et si en fait on était tous copains, à partir de là, vraiment, ça se passe très mal. On a vraiment des groupements, des gens qui se liguent. Et qui nous envoient des pavés de menaces en disant qu'on est en train de détruire la société. Parce que vous questionnez l'ordre établi. Je sais même pas trop pourquoi, ça me dépasse un peu. Une réaction. Moi, ça me fait moi, ça me fait beaucoup rire en fait à la base, mais c'est un rire un peu nerveux que j'ai, parce que j'ai tendance à rire souvent parce que j'ai beaucoup un sens de l'ironie très fort. Mais je ne sais pas pourquoi en fait il y a une vraie peur, et puis il y a aussi cette conviction en fait que le féminisme n'est qu'un matriarcat en train endormi, qui va bientôt se réveiller pour pouvoir renverser en fait contrôler les hommes et les castrer. Et donc c'est voilà, après le mot féminisme n'aide pas, c'est clair à comprendre le concept. Bon, maintenant on fait avec ce qu'on a, mais souvent il y a cette peur en face, et donc ça dépend beaucoup en fait des réactions. Et après je dis ça, et quand on parle de féminisme aussi, on a aussi beaucoup de remerciements derrière, parce qu'en fait au départ ce qui a fait très bizarre aux gens, bêtement, c'est qu'on a fait un épisode qui s'appelait Les Femmes, qui pour nous était pas un truc dingue. Moi je travaille, j'ai une association en fait qui s'appelle Les Chahuteuses, et qui lutte pour l'égalité des genres. Je n'est pas contre l'égalité des genres, parce qu'à chaque fois je me trompe. Voilà. Et qui fait aussi de l'éducation sexuelle pour adultes, sans jamais aucune partie génitale exposée. Voilà. Donc c'est de la théorie, c'est ça. Et donc obligatoirement on avait ce sujet déjà dans les tripes, voilà, on en parlait régulièrement, donc c'était pas un truc exceptionnel pour nous. Et ce qui a été très sidérant, c'est de se rendre compte que ça fasse autant d'impact qu'un mec, parce que le sujet c'est juste ça, c'est qu'Axel est un mec, et que c'est un mec qui dit oh là là, et il voulait pas qu'on arrête de taper sur les nanas, et voilà, et ça c'était oh mon dieu, tu vois, et c'était dingue de voir le succès que ça a, parce que le succès est à la hauteur de la problématique. En fait, ça devrait être complètement banal. Ça devrait ne pas avoir de succès. Ça devrait juste faire rigoler, et puis c'est tout, puis c'est bon, et ça devrait être acquis. Comme dit souvent Marc, on espère en fait un jour pouvoir vraiment devenir has-been, et que nos sujets n'aient plus aucun intérêt, n'intéressent plus les gens. Ça voudrait dire que tout est résolu et qu'on est dans un monde magnifique, quoi. Voilà. Et on l'attend. Vous voulez dire un dernier petit mot? Sinon, on enchaîne, on a encore pour la communauté, parce que elle est quand même magnifique, notre communauté. Moi, la communauté, c'est mon carburant au quotidien, c'est-à-dire les retours qu'on a des gens, les retours de transformation. C'est ce qui me fait le plus de bien, qui donne du sens à ma vie. Quand j'étais journaliste, c'est un très très beau métier, mais parfois j'étais en quête du sens de ce que je faisais, parce que c'était pas toujours évident. Et là, tous les jours, j'ai juste à ouvrir les commentaires, à regarder, et qu'ils soient contents, pas contents, bienveillants ou malveillants, en fait, ça fait sens, parce que c'est des gens qui sont bouleversés, touchés, au point qu'à un moment donné, ils vont prendre 10 minutes, 1 heure parfois de leur vie, de leur journée, pour construire une pensée, la véhiculer, finalement faire avancer le débat, techniquement. Ils arrêtent de s'en foutre. Et du coup, en fait, majoritairement, ce qui ressort sont quand même des gens à qui ça fait du bien. Et les retours qu'on a sont extrêmement riches. On gagne tous pas beaucoup d'argent. Ne croyez pas ce qu'on dit, YouTube, c'est pourri pour gagner du pognon. Ouais. Donc, on gagne peu d'argent, mais on est tous assez heureux, je pense, au quotidien, parce qu'on a l'impression de faire quelque chose, et surtout on a l'impression de travailler notre relation à l'autre. Très concrètement, on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui lie l'écologie, le féminisme, le racisme, enfin tous ces grands combats-là, c'est qu'en fait on traite de notre difficulté à construire une relation à l'autre, à construire une relation à nous-mêmes, et finalement, quel meilleur moyen que ce contact direct avec les gens. Et moi, comme disait Fabrice, moi j'étais journaliste spécialiste de l'extrême droite. Pendant toute ma vie, Internet c'était horrible, c'était l'enfer, c'est des gens qui menacent, qui te pourchassent et compagnie. Et là, tout d'un coup, j'ai vu un autre volet, quoi. Des gens gentils, constructifs, qui s'expriment pour faire autre chose que râler. Et donc ça existe, et ça fait beaucoup de bien. Et on construit même notre projet politique, entre guillemets, là-dessus. C'est-à-dire que nous, on a cette idée que tous ces petits témoignages, ils commencent à former un effet boule de neige. Et on le constate, parce qu'il y a pas très longtemps, on a pu aller en Haute-Savoie, dans une vallée qui est une vallée sœur de l'Île-de-France, parce que c'est la plus polluée de France à cause
des gaz d'échappement, parce qu'elle est proche de la Suisse. Et on allait voir des jeunes qui avaient entre 12 et 16 ans et qui s'habillent en animaux pour aller dans les sentiers de montagne et ramasser les ordures. Moi, à 12 ans, on m'aurait proposé ça, j'aurais ri, surtout j'aurais fait la gueule et je me serais senti presque insulté. Et là, aujourd'hui, on voit que après un an de vidéo, on a ces jeunes qui se mettent en branle, qui mettent en place des initiatives, parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Et ça, pour le coup, ça n'a pas de prix, quoi. Parce qu'on voit matériellement l'effet de transformation se mettre en route des gens qui posent des actions qu'ils ne faisaient pas il y a un an et qui changent leur environnement, qui se valorisent eux-mêmes. Voilà. Que demande le peuple ? Exactement. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de... On t'avait dit qu'on était bavard. Mais On peut continuer. allez-y. On va quand même passer, parce qu'on a prévu des chroniques un peu, on a prévu des choses au-delà de cette discussion qui peut s'étendre à l'infini. Donc on va passer sur une chronique qui va nous ramener un peu plus sur le constat qu'on peut faire aujourd'hui sur ce qu'on a aujourd'hui comme chiffre pour constater l'urgence climatique. Et du coup, je vais laisser la place à Vera qui va nous faire sa météo de l'urgence, sur laquelle je vous inviterai à réagir un peu moins longuement après. Ça marche. On va faire tout ce qu'on peut. Bonsoir. C'est notre JT, installe-toi, tu vas voir, on est bien. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube, raconte. Alors, Tarien, bonsoir. L'heure est grave, la météo est assez mauvaise aujourd'hui. Demain, nous serons le 15 mai, nous serons déjà le jour du dépassement français. Sur les 9 limites identifiées par Oxstrom et son équipe en 2009, des limites que nous ne devons absolument pas franchir afin d'être capables de continuer à nous adapter au changement climatique. Eh bien, nous en avons déjà dépassé 4. Quelles sont-elles ? 4 sur 9 Alors, les cycles d'azote et du phosphore, essentiellement liés aux activités agricoles. 2, le changement climatique. Les températures moyennes ainsi que celles des océans ont augmenté, soit de plus 1,1% en 2016 par rapport à l'ère pré-industrielle. Elles ont tellement augmenté que les conditions météorologiques ont augmenté de plus 46%. Canicules, sécheresse, cyclones, c'est surtout l'intensification de ces phénomènes qui fichent la frousse. Changement d'usage des sols, notamment la déforestation. Environ 13 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. Et enfin, la perte de la biodiversité. Vous l'avez entendu dernièrement, le rapport de l'IPBES annonce que nous vivons la 6e extinction de masse, dont la première causée par l'homme. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction. Le nombre de toutes les espèces diminue de diminue de 20 à 40% dans un laps de temps très accéléré. On perd notamment énormément d'insectes, dont des abeilles, indispensables à notre survie pour la pollinisation. Mais bonne nouvelle, la limite de la quantité de la disponibilité de l'eau douce n'a pas encore été franchie. Néanmoins, cette éclaircie risque de ne pas durer bien longtemps. Le programme de l'OCDE prévoit qu'en 2025, l'approvisionnement de l'eau sera insuffisant, voire dramatiquement insuffisante. Sur ce, demain, nous fêtons la Sainte Danielle, étymologie Dionysos. Donc en gros, c'est la fête du vin. Bonne fête à tous. Et les gars, on lâche rien, on est presque... Du coup, on vous demande pas comment vous allez. Ouais, c'est ça. Alors, je reviens juste 3 secondes. On va passer directement à la chronique d'après parce que notre chroniqueur doit s'en aller. Comme ça, je vous invite à réagir aux deux en même temps. On peut même pas dire un truc déprimant. Okay. Allez vite, allez très, très rapidement. Pour que vous vous rendiez compte, ce qu'absorbent les océans depuis 150 ans, c'est l'équivalent de 3 fois la bombe d'Hiroshima tous les jours depuis 150 ans à peu près. En quantité de chaleur absorbée à l'échelle du monde. Voilà. C'est comme s'il y avait un endroit dans le monde où vous avez pété des bombes atomiques à la chaîne tous les jours. Oui, avec un micro, ça merci pour cette bonne nouvelle. Moi, je vais continuer dans les bonnes nouvelles. Bonjour Axel, Fabrice et Marc.
Alors moi je vais vous parler de réchauffement climatique plus spécifiquement. On peut même directement passer à la slide pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Nous en France, on en est à 12 tonnes de CO2 par personne et par an, en comptant nos importations. Sans nos importations, on est à 7 tonnes. Mais si on regarde les choses en face, ça monte à 12. Et en fait, si on veut justement résoudre le problème du changement climatique, il faut arriver à zéro net. Alors on peut se permettre un tout petit peu, mais il y a un moment, il faut vraiment au moins diviser par 5. Et c'est un minimum d'ici 2050, d'après le dernier rapport du GIEC. Et qui nous met pas mal de technologies d'ailleurs pour compenser ça. Et sans technologie, c'est plus par 10 et encore plus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On voit que finalement le poste principal, ce sont les transports, avec 3 tonnes de CO2 par an et par personne. Alors on peut regarder justement les différents facteurs d'émission au kilomètre que ces transports ont sur notre deuxième diapositive. Et on voit tout de suite que ce qui explose le total, c'est d'abord l'avion, quand on prend des petits avions et qu'on ne va pas très loin. Typiquement, si vous faites un Paris-Londres, ça vaut vraiment, mais alors vraiment le coup de le faire en train. Vous économiserez, alors ça vous coûtera 30% plus cher en moyenne, mais vous économiserez au moins 10 fois la quantité de CO2. Donc c'est super intéressant. Pour aller en fait un petit peu plus loin, dans des choses plus positives, parce qu'on a un peu plombé l'ambiance quand même, et pour rebondir sur ce que tu disais, Fabrice, on peut juste se dire que en fait, c'est marrant, il y a Harvard qui fait la plus longue étude qui ait jamais été faite sur le bonheur. Peut-être que vous l'avez vu, l'étude Grant et Glueck. Elle est citée dans un épisode. Ah, c'est chouette. Et bien, on voit qu'en fait, les gens qui sont à la fois les plus heureux, qui vivent le plus longtemps, en meilleure santé, qui gardent la meilleure mémoire, c'est les personnes qui passent le plus de temps avec leurs proches. Et en fait, on n'a jamais, de toute l'histoire de l'humanité, même de la préhistoire, on peut aller jusque-là, on n'a jamais vécu aussi loin des gens qu'on aime. Et on n'a jamais été aussi seul. Et je conclurai sur ce message-là en disant que finalement, on peut se rapprocher les uns des autres, parce que à la fois, c'est bon pour le climat, et c'est bon pour le moral, pour reprendre un slogan, c'est bon pour nous aussi. Donc on peut avoir un avenir qui est à la fois plus durable et à la fois plus heureux. Et c'est même, en fait, c'est même lié. Je pense que vous aurez plein de choses à en dire. Faites la teuf. C'est facile pour sauver le monde, il faut faire la teuf. Bien sûr, il faut faire la teuf vraiment. La situation que tu décrivais, catastrophique, elle procède d'une autodétestation, à mon avis, inconsciente, généralisée. On est dans des sociétés qui s'automutilent, carrément. Enfin, aujourd'hui, avec l'information qu'on a et le fait de continuer à fonctionner comme on fait, c'est de l'automutilation, littéralement. Et du coup... Comme on fait. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Ce sera forcément une fête si la planète va mieux, si on arrive à faire quelque chose. Et un truc important, je crois que si on arrivait à cette situation, c'est aussi parce que on a passé beaucoup de temps à se prendre pour Dieu. C'est important de faire un pas de côté par rapport à ça, et aussi dans l'idée, si on veut aborder le combat écologique, arrêter de se dire que c'est nous qui allons régler le combat écologique. Quand je dis nous, c'est nous, moi l'homme blanc, avant tout, mais nous les Français, nous les Occidentaux, nous les Européens, nous les terriens individus. En fait, c'est un acte collectif qui va se mettre en place. Il y a déjà des modèles qui émergent. Il y a des modèles dont on se moque aujourd'hui, qu'on pointe du doigt, qui sont les gens qui vivent modestement en Afrique, dans toute une partie de l'Asie, en Amérique du Sud, et qui ont des modes de vie heureux, résilients, fonctionnels. Qu'aujourd'hui on regarde pas parce que c'est pas mercantile, ça passe moins bien à la télé, mais pourtant ils sont déjà là. Et à un moment donné, il faut aussi, pour aborder ce combat, faire un pas de côté par rapport à la toute-puissance dont on se pare souvent et qui est illusoire, je pense. Je crois que le pays qui je profite de cette interaction pour rendre la parole à Nina. Merci beaucoup. Je crois que le pays qui a le jour du dépassement le plus proche de la fin d'année, c'est le Vietnam, il me semble. Ah ouais. Donc, ouais. Il faut vivre à la vietnamienne. Sri Lanka. C'est Sri Lanka. Sri Lanka. D'accord. C'est pas mal aussi, Sri Lanka. Après, il y a un souci, c'est que le cerveau humain, en fait, il n'est pas fait pour envisager ni la notion d'infini, ni le concept de sa propre finitude, en fait. Donc ça c'est assez compliqué d'expliquer aux gens, il faut s'y mettre maintenant parce que tu vas voir dans 50 ans ça va être bien, mais tu seras peut-être mort, mais c'est pas grave, fais-le quand même. Effectivement, c'est très compliqué. Et souvent, donc, un peu pour paraphraser le thème de ce live, les gens en fait se retrouvent face à des limites. Donc, et on leur dit, ok, maintenant il va falloir que tu limites ton bonheur, que tu limites ta façon de vivre, que tu limites
Et en fait, ce mot limite en fait tourne dans la tête comme quelque chose de très liberticide. Ce qui font que obligatoirement la plupart des gens disent ouais, c'est bon, je suis fatigué, j'ai une sale journée, je bois mon coca, je mange mon burger si je veux, on verra demain. Okay. Par contre, si on commence à éduquer les gens autrement et à leur apprendre qu'en fait une limite c'est pas quelque chose de limitant, en fait ce serait aussi débile de dire qu'une limite est limitante que de dire que le cadre d'un tableau est limitant par rapport à sa toile en fait. Ce qu'on peut dire c'est qu'en fait une limite c'est un cadre dans lequel on peut pouvoir s'exprimer. Et en fait, plus le cadre en fait il est clair, plus en fait on peut devenir créatif à l'intérieur pour pouvoir s'exprimer. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas de tableau sans cadre. Il n'y a pas d'art sans limite. Et en fait, quelque chose qu'on crée est toujours défini de par la limite de là où il s'arrête, matériel, thématique, etc. Donc si on arrivait déjà à changer cette idée de limite dans la tête des gens et à leur expliquer qu'en fait il y a de la créativité derrière et qu'en fait grâce à cette limite c'est ce qui va leur permettre en fait de rebondir et d'avancer et d'améliorer leur vie, peut-être que on pourrait essayer d'accélérer les choses et faire en sorte que les gens soient plus sereins en fait avec ce qui se passe, parce que évidemment c'est pas en leur hurlant dessus que ils ont fait des bêtises et que de toute façon ils vont crever et que voilà qu'ils vont aller plus vite, sinon au contraire ils vont regarder Rome en brûlant en jouant du violon et c'est voilà, c'est ce qui va se passer. C'est tout à fait romantique. Ouais, c'est vrai. Parce que le grand secret du cadre, c'est que c'est toi qui le mets, en fait, c'est toi qui le fais, tu peux le bouger quand tu veux et une fois que tu comprends ça. Quel type de cadre tu te mets dans la vie pour être en cohérence Alors, moi, ce qui a beaucoup changé ma vie, c'est le cadre temporel, pour le coup. Notamment parce qu'on s'est retrouvé avec une quantité de travail énorme à gérer. Et moi, j'avais cette espèce d'idée que le planning, c'est effectivement liberticide et que ça te contraint à quelque chose. Et en fait, sans planning, tu peux pas créer, encore une fois. Donc donner des échéances à ton cerveau, en fait, ça lui permet juste de te donner des ressources pour faire ce que tu as à faire. Après, ma limite, en parlant d'écologie et d'action directe, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que parce qu'il y a un truc qui vient très très vite quand tu prends conscience de tout ça et que tu commences à te rendre compte que de toute façon tu feras jamais assez. Si tu fais pas attention, tu te prends toute cette notion de culpabilité dans la tête et du coup tu te dis ouais c'est bon, de toute façon j'ai autre chose à faire, les autres le feront à ma place, etc. Donc il faut connaître ses propres besoins en fait et être cohérent avec ce qu'on est capable de faire et essayer de s'améliorer, de faire de son mieux, c'est toujours l'idée quoi. Sans se prendre le poids de la culpabilité sur la tête et ne pas confondre culpabilité et responsabilité, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de ta faute que tu n'as pas d'action dessus possible. La vraie responsabilité, c'est ça, c'est la liberté. C'est sur ce quoi tu peux agir en Exactement. fait, puisque c'est ce qui vient de toi. Donc c'est ce que tu peux changer. Logique. Souvent les gens ils disent il faut changer le monde. Et évidemment quand on dit aux gens il faut changer le monde, les gens ils frisent parce que non ils peuvent pas changer le monde. Mais ce que ça veut dire c'est il faut changer ton monde. Et en fait déjà essaye de changer l'intérieur de toi. Voilà. Après jusque là où peuvent aller tes bras, déjà c'est ton monde. Après jusque là où peut aller ta vue et ton environnement en fait. Et si tout le monde fait ça, évidemment que tout change. Mais la question c'est de changer son propre monde et donc de se définir son propre cadre et de le tenir, voire d'être capable de l'adapter aussi évidemment. Génial. Ah non mais on travaille. Hein. On sent des heures de réflexion sur la... Alors, on passe des heures à s'engueuler tous les trois. Mais la remise en question c'est une chose importante. Nous on passe notre temps à se remettre en question. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est retrouvés aussi sur ce projet et qu'on s'entend très bien et qu'on s'engueule très très peu mine de rien parce que bosser à trois... Et en plus avec deux frangins, je vous ai même pas imaginé. Donc ça ferait partie de vos conseils de vie en fait, de remettre en question et de ne pas confondre culpabilité, responsabilité. Ça a des limites aussi, si tu remets tout le temps en question, tu te retrouves dans une espèce de centrifugeuse mentale qui moi m'arrive assez souvent et qui te met dans un désarroi pas possible. Et, c'est trop. Au moins avoir une certaine réflexivité sur ce que tu fais et questionner. Il y a toujours l'idée de faire de son mieux. Faire de son mieux en sachant que ton mieux n'est pas le même tous les jours. C'est un peu un truc... Un petit outil cool que tout le monde gagnerait à intégrer, qui est enseigné dans les écoles primaires dans les pays scandinaves dès l'âge de 5 ans, qui est d'essayer de faire attention. Moi, c'est vraiment pour le coup un cadre et une limite dans mon quotidien, c'est ce que j'appelle les rapports victime-bourreau-sauveur. Nos sociétés, particulièrement les sociétés chrétiennes, catholiques, sont très organisées autour de ce qu'on disait, le rapport de culpabilité, ce genre de choses, le culte du martyr, le culte de la souffrance, de la difficulté, tout ça. Et ça crée des rapports humains
problématique toxique où en fait on alterne tout le temps dans une place de victime bourreau sauveur. Triangle de Karpman. Voilà, on appelle ça le triangle de Karpman d'un point de vue un peu technique. 17. Je vous invite à analyser notre système politique au regard de ça. C'est très intéressant. Tous les 5 ans, on attend un sauveur providentiel qui est un peu une sorte de Jésus qui revient à chaque fois. Il est censé régler tous les problèmes. Il est censé répondre à des attentes qui sont contradictoires. Et à chaque fois, on est déçu parce qu'une fois qu'il est élu, il fait pas ce qu'il a dit. Évidemment pas, puisque les conditions d'exercice de la politique ne permettent pas d'être un sauveur universel. Et à un moment donné, en fait, on se fabrique de la souffrance à rester dans ce jeu victime, bourreau, sauveur. Et puis en plus, ça tourne en rond parce qu'on n'arrête pas de changer de siège. Un coup, on est la victime, et puis après, on va devenir le bourreau. Pareil, c'est très intéressant le phénomène des gilets jaunes aussi. Comment est-ce qu'il se construit, qu'est-ce qui se dit, comment il y a une volonté au début de sortir d'une situation de victime. L'État nous impose des taxes sans nous dire ce qui est fait de notre argent. Nous voulons savoir. Et voilà, et donc il y a un mouvement, je trouve, intéressant là-dedans. Si on était capable de faire un pas de côté, à mon avis, on serait beaucoup plus en prise avec nos problématiques environnementales et de société en général. Et parce que, voilà, sortir du jeu victime bourreau sauveur, ça permet d'envisager les choses sous l'angle de qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je suis responsable, et pas seulement quelque chose d'écrasant, culpabilisant ou destructeur. Vous avez quelque chose à ajouter? On a fait Du coup, on va arrêter. Juste avant de finir, au niveau de Et tout le monde s'en fout, les projets à venir, vous avez quelques... On doit faire une vidéo sur YouTube. On l'attend du coup. Déjà, on a un livre qui fonctionne bien, qui fonctionne bien parce qu'il a été en rupture de stock déjà, donc il a été réédité. Merci beaucoup de l'acheter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une autre série aussi. On a une deuxième série qui est en cours, qui s'appelle Une séance presque parfaite, qui pour le coup parle de cinéma, qui est faite avec le magazine Première. On a la suite et Tout le monde s'en fout. Et aussi on a un projet en septembre dont on ne peut pas encore parler en fait. Mais on va en parler dans 15 jours, c'est notre producteur qui nous a forcé, donc voilà, on est désolé. Il nous a menacé, on n'a pas le droit d'en parler. Voilà. Un nouveau format, une nouvelle dimension. Voilà, mais ça va vous plaire et vous le verrez passer. Normalement, vous pourrez pas si vous nous suivez, vous pourrez pas le rater. En tout cas, on espère que ça va vous plaire parce qu'on sera dans la merde. Si c'est pas le cas, faites en sorte que ça vous plaise. Voilà. S'il vous plaît, soyez gentils. Voilà, et puis sinon, on essaie toujours de faire du cinéma. Voilà. Proposez-nous des projets. Voilà. Non, du budget surtout. Mais, projet, c'est bon. C'est bon. Ah oui, une dimension importante aussi, cette année, comme je disais tout à l'heure, on essaye de passer aussi dans le champ du concret, c'est-à-dire de faire sortir la série de la simple vidéo pour obtenir des actions de transformation sur le terrain. Donc on a dit tout à l'heure, on était en Savoie, on a rencontré des jeunes, et on met en place aussi comme ça des programmes avec souvent des collégiens ou des lycéens pour aller les rencontrer. Et souvent ça tourne autour de la série, donc on leur apprend à faire des vidéos concrètement, à faire les recherches, trouver les sujets, construire un propos, et puis fabriquer un petit épisode. Ça s'est déjà fait au Canada l'année dernière, ça avait pas mal marché, donc là on essaye de diffuser ça, et puis aussi dans différents milieux sociaux. Là je vois avec un lycée du Bourget pour qu'on essaie de faire un programme où on va aller apprendre à des jeunes qui sont dans des zones perdues pour l'éducation nationale à utiliser l'outil vidéo pour valoriser leur environnement, leur personne, leur quotidien, et à utiliser ces outils un petit peu ludiques pour essayer de eux aussi passer un cran dans la transformation de leur quotidien, quoi. Ok. Bon, génial, on va conclure ici parce que du coup le JT a duré peut-être 30 minutes de plus que prévu. Tant mieux, c'est que ça s'est bien passé. On ne devait pas donner un petit conseil de fin. Le petit conseil de fin. Non, parce que moi j'y pense depuis 1h30, je suis en stress en disant mon Dieu, mon conseil de fin. On peut revenir sur le petit conseil de vie. C'était quoi tout à l'heure déjà? En 2 mots chacun, Ah oui, un conseil rigolo. Vous prenez, ça prend 2 secondes, tous les jours vous vous dites à 17h par exemple, je me mets une alarme et je choisis par exemple ma mère, ma sœur et mon cousin. Et à 17h, je leur envoie un petit texto dans lequel je liste 3 choses que j'ai vues aujourd'hui et qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait plaisir. Le premier jour, c'est une horreur. Parce qu'en fait, on trouve rien. Et tout ce qu'on trouve est trop nul et compagnie. Et on va galérer à envoyer ce texto.
Et une fois qu'on l'a envoyé, en fait, on s'est pas rendu compte, mais le cerveau a déjà changé. Et dès le lendemain matin, il va commencer à sélectionner dans la journée qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans mon texto. Et au bout d'une semaine, en fait, on se rend pas compte. Mais on a complètement changé son regard sur des quotidiens qui nous plaisent pas. Et c'est très simple, ça coûte rien, on peut le faire en famille. Voilà, il suffit de se donner un rendez-vous à soi-même et de se fixer ce petit objectif de faire un pas de côté, de regarder sa journée différemment. Ouais. Peut-être tu peux nous donner un conseil du coup pour se donner ce temps à soi-même et cette contrainte. Alors, il faut se forcer. Non, mais au bout d'un moment, il faut se forcer. Faut se forcer, ouais. Faut créer des nouvelles connexions neuronales et ça, il n'y a pas d'autre choix que de répéter. Ça prend 3 mois. Ouais. Ça prend 3 mois, 90 répétitions. 90 Et jours. d'ailleurs, souvent, le troisième truc de cette première liste, le premier jour, c'est envoyer ce texto parce que tu es content d'avoir réussi à le faire. Ah. Tu vois, donc, vous en avez déjà un sur les 3 pour le premier jour, c'est cool. Tu vois. Moi, vas-y, fais ta petite recette. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas tellement de trucs. Le matin quand vous vous levez, tiens, parce que lui il fait le soir avant de vous coucher, pensez à votre journée. Moi je dis le matin quand vous vous levez, est-ce que vous vous levez en fait en disant ah putain je suis en retard vite et vous poussez la couette, vous allez prendre la douche et puis après c'est parti, vous allez travailler. Si vous avez cette vie là, juste arrêtez en fait. Levez-vous une demi-heure plus tôt et déjà couchez-vous une demi-heure plus tôt et en fait le matin quand vous vous levez, déjà ne vous levez pas du lit, regardez votre plafond et essayez d'avoir une intention, de poser une intention dans votre journée. Une intention simple et répondez juste à la question en quoi est-ce que je vais prendre mon pied aujourd'hui? Juste en quoi, pas comment, ni qu'est-ce qui va faire que, c'est en quoi. Donc vous vous démerdez. Donc vous avez une intention dans la journée, un objectif, vous dites ok aujourd'hui je vais être content pour ça. Et vous passez 5 minutes dessus, à le visualiser dans votre tête, à dire tiens aujourd'hui je vais faire quoi? Pourquoi est-ce que je suis en vie aujourd'hui? À quoi elle sert ma journée en fait? Donc je sais que j'ai des trucs à faire de contraintes, mais qu'est-ce que je vais faire en fait qui m'appartiennent? Rien que ça va changer votre vie. Et si après, en plus, vous avez encore du temps et que vous vous donnez le temps de le faire, commencez votre journée par faire quelque chose qui vous fasse plaisir, en fait. Pas en regardant votre téléphone ou en écoutant la radio avec les infos que vous connaissez déjà, qui sont que le monde part en sucette et qu'on est tous foutus. Je sais pas, lisez une histoire, regardez un film, si vous avez 2 heures, vous le lisez avant et vous commencez votre journée, en fait, par quelque chose que normalement, vous faites le week-end. Et que normalement vous faites ces moments où vous autorisez un peu de bonheur. Bah, ce bonheur il peut être là tous les jours. Et à partir de là vous verrez que tout est beaucoup plus facile à vivre en fait, rien qu'en prenant ce temps. Moi j'y arrive pas, je suis en train d'essayer de faire ça en ce moment et le matin en fait juste j'ai envie de dormir. Il suffit juste de mais c'est regarder dans non son mais pieu. je sais, T'ouvres je les sais. yeux, tu regardes ton plat. Je sais, c'est compliqué. C'est pas Non, difficile, moi acheter une gourde. Franchement voilà, Non, ça mais coûte sérieux. 30 balles, une gourde en inox et genre ça change ta vie parce que t'achètes plus de bouteilles en plastique, tu bois plus d'eau, enfin c'est beau en plus. Acheter des pailles aussi en inox. Ouais, des pailles en Comme ça, vous en inox. avez une pour toute la vie. Absolument. On n'a plus sur les fonds marins. Et un truc très bête, hein, mais c'est un message inconscient qu'on s'envoie à soi-même, d'acheter une bouteille pour avoir une bonne eau, qu'on se met dans le corps tous les jours, en fait, en permanence. C'est un message inconscient qui dit je vaux mieux qu'une bouteille jetable avec de l'eau pas bonne qui a été pillée à d'autres gens. Et juste au bout d'un moment, je suis persuadé que ça soigne ça soigne pas, ça prévient le cancer et tout un tas de maladies pourries qu'on se fait aussi dans une forme d'autodétestation inconsciente, quoi. Donc ça paraît bête, le coup de la gourde, mais ça change vraiment la vie. Génial. Bon bah du coup on va clore là-dessus. Merci C'est beaucoup. fini Fabrice, tu en arrêtes de dire des trucs. Ah moi j'ai un super. Je vais encore dire un truc. Non, c'était super sympa de vous avoir, donc je suis absolument ravie de vous avoir rencontré et c'était hyper enrichissant. J'espère en tout cas que ça vous a plu derrière votre écran. Et du coup, je vous donne rendez-vous demain à 19h. On essaiera d'être un peu plus ponctuel qu'aujourd'hui. Et du coup, on retrouvera Amélie. Donc, c'est une des membres du Manifeste étudiant pour un réveil écologique qui viendra nous parler de son engagement au niveau étudiant et associatif et de comment elle vit tout ça. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. On peut continuer, du coup.